Madame Monkene, directrice d'information à Vox Télévision, on annonce la création de trois nouveaux départements qui s'ajoutent à d'autres départements. Votre lecture en tant que journaliste? Oui, tout à fait. Quelles sont les priorités? C'est la création des trois autres départements qui vont nécessiter aussi des fonds additionnels, des instituts. Il faut les affecter des fonds pour le fonctionnement. Non. On pouvait attendre. Parce que le dernier département qui a été créé, la cuvette ouest, c'était en 92, si je me trompe, parce que ma mémoire n'est pas bonne. Voilà. On pouvait attendre encore. On pouvait encore attendre. Là, on a promis que d'ici peu, parce qu'il y a eu aussi les ressortissants du Niari qui ont dit que nous, par rapport, parce que la création trouve son fondement sur quoi? La création des trois autres départements pour rapprocher l'administration plus près des administrés. Vous avez fait mention du département de la cuvette ouest, mais une bonne partie reste encore dans l'enclavement. Tout à fait dans l'enclavement. Donc aujourd'hui, la création, ça va nécessiter quoi? La construction des infrastructures et de mettre aussi des moyens additionnels. Mais l'État aujourd'hui a beaucoup de priorités. L'État a beaucoup de priorités. Moi j'estime que au lieu de créer, voilà, on a déjà créé, il y a déjà la loi qui est là, voilà. Et d'ici peu, nous aurons les trois préfets qui seront, voilà, connus sous peu. Ajouter à ça les sous-préfets. Ajouter à ça, tout à fait, les sous-préfets, voilà. Les maires, il y a tout ça là. L'argent de plus que l'État sera complet de mettre à la disposition pour le fonctionnement. On en parlera si on reste sur cette question. Mettre à la disposition des structures sanitaires, des moyens pour le fonctionnement. C'est aussi ça. Quand on reste sur ce sujet de la création des départements, on sait que jusqu'aujourd'hui, on parle de la fameuse accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. Ça peine encore et les départements en souffrent. Tout à fait. Mais voilà pourquoi on dit la mise en œuvre de la décentralisation pour décentraliser les entités administratives. Ça nécessite des moyens. C'est un projet qui date depuis longtemps. Le projet de loi a été d'ailleurs aussi bien accueilli par les parlementaires pendant que vous semblez ne pas être d'accord. Oui, non, mais c'est-à-dire, là n'est pas le fait. Nous sommes appelés tous à jouer la démocratie. Et donc, voilà, ceux qui y trouvent quelques réticences et ceux qui l'applaudissent de deux mains, nous analysons certainement différemment les choses. Mais nous sommes ici dans une situation un peu ubuesque. Nous avons des communautés urbaines qui peinent à fonctionner normalement, déjà, donc, et on vient en ajouter aujourd'hui une flambée, je ne sais pas combien exactement, qui, elles, ne feront pas plus de miracles, ne trouveront pas des sous, comme ça, d'un claquement de main. L'argent du Congo ne viendra pas d'autre chose que de la seule source que nous connaissons, donc la vente et l'exploitation du pétrole. Alors voilà, il nous faut à un moment, je crois, poser un tout petit peu notre frénésie de création et puis nous dire, bon, maintenant, où est-ce qu'il manque une école, un dispensaire, un hôpital, voilà. Un autre sujet, chers téléspectateurs, chers internautes, sur ce plateau spécial ou dans ce plateau spécial, il s'agit de la situation socio-économique en République du Congo, quand on sait pertinemment que la reprise de l'économie congolaise se poursuit avec un taux de croissance du PIB estimé à 3,5% en 2024 contre 1,9% en 2023, suivant bien entendu les statistiques de la Banque mondiale qui parlent ici de la croissance notamment du secteur pétrolier, notamment les performances du secteur pétrolier qui ont permis à ce que le pays atteigne ce niveau, bien que la situation soit volatile. Alors, Marna Monkene, la crise économique s'écoule. C'est une situation internationale. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Congo est à un stade appréciable au regard du taux de croissance du PIB présenté? Oui, j'ai lu le communiqué de la Banque mondiale qui dit que le Congo, ce sont les estimations, hein, effectivement, en 2024, un taux de croissance le produit intérieur brut de 3,4%. Alors, lorsque vous regardez de fond en comble sur le rapport le communiqué de la Banque mondiale, de cette institution de Bretton Woods, vous vous rendez compte que aujourd'hui, l'économie congolaise est toujours dépendante de la rente pétrolière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
demain, quand il y aura les fluctuations, quand il y aura la baisse du prix du baril, comme on a connu en 2014, vous avez vu, l'économie est vraiment, l'économie congolaise était en berne. C'est parce que c'est une économie qui est dépendante à 70% de la rente pétrolière. Qu'est-ce qu'il faut faire? La nécessité, l'impérieuse nécessité de diversifier l'économie congolaise s'impose. Parce qu'aujourd'hui, on a dit que dans ce même rapport, il est stipulé qu'il faut vraiment, pour arriver à ça, ce sont seulement les estimations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mobilisation des fonds. La mobilisation des fonds au niveau des régies financières. Au niveau aussi, il faut mettre aussi l'accent sur l'agroforesterie. Parce que le rapport a épinglé aussi l'agroforesterie. D'où la nécessité pour nous, pour chacun de nous, comme on parle, le président a su bien parler de la responsabilité. Chacun de nous est appelé, en fonction de sa responsabilité, de sa portion de responsabilité, jouer la partition pour permettre au moins, d'ici la fin de l'année ou d'ici l'année prochaine, qu'on puisse vraiment arriver à atteindre les résultats escomptés. Et penser aussi, parce qu'aujourd'hui, on en parle, que non, nous sommes toujours assujettis, l'économie congolaise est toujours assujettie à tout ce qui est produit au brut, voilà, aux hydrocarbures, à tout ce qui est, voilà, les recettes pétrolières. Mais il faut diversifier, oui. Pour diversifier, aujourd'hui, j'ai animé une initiative avec le ministre Valentin Gombo, avec la zone les zones voilà, agricoles protégées. Oui. Est-ce que ça marche aussi? Non, ça aussi, ça marche à... Il faut booster. Oui, il faut booster. Parce qu'aujourd'hui, on parle que non, la zone a produit ses fruits, oui. Mais ça ne se ressent pas sur le marché. Moi, je suis une femme, je fais le marché. Le jour où on dirait que le Congo a amorcé son développement, a amorcé vraiment le virage vers le développement, non. J'allais dire vers la diversification. Voilà, la diversification de l'économie, notamment mettant l'accent sur l'agriculture, parce que le président a su le dire. Il y a des années, il disait, un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Donc aujourd'hui, quand on parle des prouesses de l'économie congolaise. Et une économie qui est assujettie, qui dépend à 70% de la rente pétrolière. Il y a des efforts, 64 ans après. Il y a lieu vraiment de fournir les efforts dans ce domaine-là. Albert Nzakuta, on sait que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais un 64 problème ans après. Ah ben oui, bien sûr. C'est comme si un bébé qui a 64 ans n'arrivait toujours pas à se mettre debout et à marcher indépendamment. Donc, d'ailleurs, il serait plus un bébé, mais enfin, bon, voilà. Donc, nous sommes effectivement là en face d'un vrai problème. Nous sommes dans une dépendance telle que finalement, on a beau parler de diversification, moi, le terme est beau en soi, mais je n'en vois pas la matérialisation concrète sur le terrain. Sur le terrain économique, je vois pas en quoi est-ce que nous nous sommes diversifiés depuis la première fois où nous avons prononcé ce mot. On dirait que, vous savez, chaque année, il y a des expressions comme ça qui roulent, et puis quand nous arrivons au 31 décembre, après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, eh ben, ils sont envoyés aux oubliettes et on en crée de nouveaux, et puis voilà. Donc, il y a ça. La diversification, oui. Je dis, à mon corps défendant, mais quand même, monsieur journaliste, il doit reconnaître les faits aussi. Et donc, peut-être que le secteur agricole est en train de connaître un petit frémissement. Donc, nous avons vu les zones agricoles protégées. Donc, au moins la production de maïs, la production de volaille, ça ce sont des choses qu'on a vues, concrètes, certains légumes aussi. Mais bon, voilà. Il y a eu, entre-temps, une parenthèse qui était un peu inquiétante pour l'opinion, c'est le fameux dossier de la vente ou de la cession du don des terres aux Rwandais pour produire du piment. Et donc ça c'est bon, voilà. Peut-être ça fait partie des stratégies du gouvernement, de l'exécutif, justement pour arriver à cette fameuse diversification de l'économie. Bon, mais peut-être que ça a donné un coup de fouet aussi aux Congolais pour que nous produisions nous-mêmes. Voilà, ça, mais bon, blague à part, c'est une question sérieuse. Nous n'avons pas encore entamé les marches qu'il faut vers la diversification de l'économie et nous n'avons pas encore entamé les pas qu'il faut
pour l'autonomie alimentaire. Et pourtant, nous avons autant d'institutions. Quand on parle de la diversification de l'économie ou encore de l'économie congolaise, on sait qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Je ne vais pas dire bonne gouvernance. On a par exemple la Cour de comptes et de discipline budgétaire. On a la Haute Autorité de lutte contre la corruption. On a aussi la structure qui s'occupe de la gestion de la transparence des finances publiques. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'accent plutôt doit être mis sur ces structures qui sont créées et pour favoriser justement cette bonne gouvernance pour qu'on arrive à une économie saine? Mais je crois que vous y avez répondu. Vous avez répondu à votre propre question parce que justement se poser la question, c'est déjà chercher à savoir à quoi est-ce que ça sert. Donc je dis non, c'est pas pour dire que c'est inutile, mais je dis est-ce qu'elles jouent effectivement leur rôle. Il y avait quand même un but à ces institutions-là. L'institution de lutte contre la corruption, ben, on n'a pas vu. Moi, je dis, je mêle dans tout ça même le problème de, vous voyez, déclaration des conflits d'intérêts, etc. D'ailleurs, c'est assez maladroit de dire qu'un personnage irait là-bas pour déclarer son conflit d'intérêts. Non, le conflit d'intérêts, on prend sur le champ. On constate que votre activité est en conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas dire, moi, je viens dénoncer mon conflit d'intérêts, puisque par définition, celui qui fait ça, c'est que qu'il le fasse volontairement ou par ignorance, n'est pas censé se mettre en travers de la loi. Mais enfin, bon. Où en est-on? Nana Monkene, quand on sait que la situation est décriée même par certains ministres, non seulement certains ministres, aussi on se rend compte même l'opposition congolaise, entre guillemets, essaie plus ou moins de titiller, voire aussi la société civile pour parler des questions de bonne gouvernance. Oui, la bonne gouvernance nécessite quoi? Qu'on puisse mettre des fondamentaux, comme je l'ai souligné tantôt dans mon intervention. Alors, vous avez des institutions de lutte contre la corruption. Vous avez aussi des institutions. Aujourd'hui, il y a le problème, il y a quelque temps, il y a un problème qui se posait au niveau des deux institutions qui se chevauchent dans leurs prérogatives. Vous avez la Cour des comptes et la Haute Cour des comptes. Les parlementaires ont posé la question de savoir il faudra pas que sur le terrain, dans leur fonctionnement, que les missions vont se chevaucher. Oui, quand le problème se pose déjà en amont, ça veut dire qu'il n'y aura pas résultat. Il n'y aura pas résultat. Parce qu'on doit d'abord s'occuper. Moi, quelles sont mes prérogatives? L'autre aussi va réclamer ses prérogatives. Pendant ce temps, ça se neutralise. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça. Vous avez une institution, la Haute Autorité de lutte contre la corruption. En décembre, il y a eu son président qui a fait une déclaration en disant que ils vont mettre à la disposition de la justice les conclusions de leur enquête. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 15 août. Où sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec les couverts? Certainement avec le message lancé par le chef de l'État, la responsabilité de tous qui est ici interpellé, ça veut dire qu'on aura des résultats. Et nous passons à un autre sujet, il s'agit du volet social. Et ça grince les dents. Augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché chaque jour qui passe. Et aussi le chômage des jeunes. Ça reste un vrai problème. Et on parle aussi, bien entendu, des salaires impayés. Madame Monkene. Oui, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, le Congo a tous les atouts. Sur le plan naturel, nous avons des terres arables qui sont même en vie. Le Congo est entouré. Nous avons un réseau hydrographique de renommée internationale. Nous avons des rivières. Donc, il faut impulser la dynamique. On relance l'agriculture. Il n'y a que ça. Les autres pays aujourd'hui peuvent se taper le luxe de dire se vanter même de dire qu'ils sont autosuffisants du point de vue alimentaire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dépense chaque année plus de 700 milliards pour l'importation de tout ce qui est produit alimentaire. C'est grave. Cheikh Yahar, au regard de ce chiffre, ça laisse quand même, ça donne à frémir un peu. Ah oui, bien sûr. Et d'autant que moi je me dis d'ailleurs si ce chiffre est vrai, parce que cela fait 2-3 ans que nous le répétons. Je dis nous sommes. Est-ce que ça n'a pas évolué? Ça a évolué très certainement. Et donc et puis nous sommes une population
là, donc, le dernier recensement nous donne 6 100 000 personnes, habitants au Congo. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'ajoutent tous les 3, 4, 5 ans. Et cette réalité est une réalité qui impose aussi que nous multiplions le nombre d'écoles, multiplions le nombre de structures sociales, multiplions le nombre d'interventions et d'intervenants dans ce secteur-là, mais avec les moyens. Autre chose, nous sommes aujourd'hui un pays donc serein, tranquille, au contraire de pays même dans la sous-région qui sont agités, puis etc. Mais moi je me dis heureusement que les routiers ont annulé leur avis ou menace d'augmentation du prix du transport urbain. Parce que sinon, qu'est-ce que nous serions devenus? Et donc, quand nous parlons en plus de diversification de l'économie, etc., oui, moi, je veux bien, mais en fait, il y a un b.a.-ba de choses, il y a un début de choses qui devrait faire l'objet d'une priorité, comme a dit la consoeur, et puis voilà, oublier mettre de côté le reste. Vous gardez la parole, on parle de la jeunesse, c'est le dernier virage de cette émission, on parle de la jeunesse, l'année a été décrétée, mais on se rend compte qu'il y a un prolongement, 2024, 2025, 2025, 2026, suivant bien entendu la restitution du ministre de la Communication, et le président est également revenu sur la jeunesse, formation, emploi, compétences. Oui, et là je pense que l'analyse est juste. L'analyse est juste, elle est bonne, sauf que le tempo ne cadre pas. Je veux dire, quand vous parlez d'une année de la jeunesse, il faut que ce soit une année. Puis surtout, vous le dites à des milliers de jeunes qui sont là à longueur de journée en train de chercher à savoir comment est-ce qu'ils trouveront un bout de pain le lendemain. C'est que l'attente est forte. Et nous savons tous, et le Congolais, et même ces jeunes-là, les jeunes, nous les avons dans nos familles, nous les avons dans les institutions, ils savent, ils comprennent que le pays est dans des problèmes, qu'il y a des difficultés. Mais alors donc, lorsque vous amorcez une initiative, il faut que cette initiative-là prenne le chemin le plus clair, sans contorsion. Vous voyez, le drame du stade d'Ornano l'année dernière, nous aurions pu l'éviter, mais vraiment facilement. Nous aurions pu l'éviter s'il n'y avait pas eu, même dans l'esprit des jeunes, la suspicion que si moi je ne dépose pas mon dossier, déposé, on n'a pas dit embaucher, mais déposer mon dossier d'embauche aujourd'hui, demain le mien sera en dessous et ceux qui viendront avec de gros billets seront avantagés. Et donc toutes ces choses-là, il faut nettoyer. Madame Okene, 100 000 emplois promis, certainement ramenés, repoussés pour 2026. Est-ce une démarche réaliste? À l'évidence, cette année, nous tendons il reste seulement quelques mois, nous sommes déjà en mi-août. Alors, s'il faut dire d'ici la fin de l'année, le gouvernement va créer au moins, ou va créer, ne va pas embaucher. Le rôle du gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement crée des conditions. C'est pas à lui seulement d'embaucher tout, les 100 000 emplois, de créer 100 000 emplois pour les jeunes, non. Elle va créer des conditions, des mécanismes pour permettre à ces jeunes qui ne seront pas recrutés dans les entités publiques, soit affectés dans les entités privées. C'est ça. Le gouvernement s'attelle. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, chaque famille aujourd'hui se retrouve dans une situation là où il y a au moins 1 ou 2 ou 3, voire même une dizaine, vingtaine de jeunes qui traînent, qui sont vraiment à la quête d'un emploi, voilà, ou de création voilà. Ce n'est pas seulement de créer, mais les jeunes aussi cherchent au moins qu'il y ait des conditions pour que l'auto-emploi. C'est aussi là, c'est encouragé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement est en train de créer des mécanismes. Le gouvernement a dit, d'ici la fin de l'année, il y aura quand même des résultats. Mais, comme on a dit, il paraît que l'année va continuer jusqu'en 2000, il paraît jusqu'en 2026. Oui. Donc, attendons, peut-être.
On se rend compte que effectivement, ça va continuer jusqu'à Tout à fait, 2026 à la lumière de l'annonce faite par le ministre de la Communication. Ce que je souhaiterais, c'est quoi? C'est qu'il y ait la volonté, qu'il y ait le jeune qui est à la maison, qui est parti déposer ses dossiers ou qui veut se lancer lui-même dans l'entrepreneuriat, se sent au moins qu'il y a l'accompagnement, il y a la bonne volonté des pouvoirs publics que dites-vous aujourd'hui de cette jeunesse? L'impulser. On va aller le temps court. Que dites-vous aujourd'hui de cette jeunesse qui vit sous le choc du banditisme ou encore qui est aujourd'hui gagnée par le banditisme? Non, je dis à cette jeunesse qui est gagnée, qui est en proie à tout ce qui est acte incivique, de se ressaisir. De se ressaisir parce que dans le lot de tout ce qui brille, s'illustre par les actes inciviques, il y a des diplômés. Mais comme on dit, il y a quelqu'un qui a dit, si vous ne prenez pas soin de la jeunesse, elle-même, elle va créer des mécanismes d'autoprise en charge. C'est ça ce que nous voyons. Alors, le phénomène bébé noir, c'est quoi? C'est le baromètre d'une société malade, d'une jeunesse abandonnée à la merci des parents. Mais c'est ça. Des parents vivant de la précarité. Tout à fait, les parents vivant de la précarité et les parents eux-mêmes sont à la recherche chaque jour de quoi il faut pour souvenir au moins nécessaire des enfants. Et les enfants créent des mécanismes d'autoprise en charge. Le problème aujourd'hui, c'est de dire à la jeunesse qu'ils ne sont pas, elle n'est pas abandonnée à elle-même, que l'État est en train de mettre en place des mécanismes, qui est en train de s'organiser pour que d'ici peu, donnons le temps, puisque aujourd'hui, on a dit la vérité, le baromètre de la vérité, c'est le temps. Le baromètre de la vérité, c'est le temps. Donc, donnons un peu de temps. On voit bien que le ministre de la Communication annonçait qu'il y a 2000 malfaiteurs qui sont aujourd'hui arrêtés, mis en état, hors état de nuire. Et qu'est-ce que vous en pensez plus qu'on parle de la jeunesse qui vit dans la dépravation, la jeunesse aujourd'hui gagnée par le banditisme et qui sévit dans les quartiers? Bon, le ministre a dit ce qu'il a dit, mais j'ai un tout petit peu contrôlé dans cette situation et je me suis dit, les 2000 qui ont été appréhendés, notamment ceux qui ont été conduits au commissariat de la CNCS, là, à Ouenze, oui. Vous voyez, donc, bon, voilà. Ils y vivent dans des conditions tellement déplorables que je me dis, la solution n'est certainement pas celle-là, pas uniquement celle-là. Les envoyer à Aubeville, bon, sans doute. Mais, comme toujours, nous avons des problèmes de demi-terrain dans les conceptions de nos choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Vous envoyez un jeune là-bas à Ouenze, j'en connais 2 qui sont là-bas depuis 3 semaines, et donc, le mécanisme de sortie n'est pas explicité. À la sortie, le mécanisme de reprise en main, de réinsertion dans la société n'est pas suffisamment énoncé. Alors, on dirait que l'on veut simplement faire une opération coup de poing, l'ICOFI, ou je sais pas comment est-ce qu'on intitulera cela, mais c'est un problème qui, à la base, à la racine, est d'abord social. Merci beaucoup, Albert Nyanzoukuta, directeur de publication La Semaine africaine, le plus vieux journal du pays, et qui a su... Et même de l'Afrique centrale. Et même de l'Afrique centrale, qui a su consigner le cours de la vie au Congo, tout comme on a dit en Afrique centrale, et également Marna Mokene, directrice d'information à Vox Télévision, Vox Congo en gros. Merci d'être venu sur ce plateau avec vous. Nous parlions de l'évolution des institutions et aussi des défis actuels et défis à venir, et en marge, bien entendu, des festivités du 15 août. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était un plateau spécial. Continuez à nous suivre. Le Congo vu de l'intérieur, c'est Vox Télévision. Et suivez-nous également sur nos plateformes.